Des centaines d'agriculteurs, d'éleveurs et de militants ont manifesté cette semaine en Ariège, dans le sud-ouest de la France. Ils s'opposaient à l'abattage d'un troupeau de 207 vaches d'un élevage car l'une d'entre elles était touchée par une maladie. Mais alors de quelle maladie s'agit-il? Où en sont les mobilisations? Est-ce que ça pourrait durer ce week-end et une solution est-elle possible? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors avant de revenir sur la mobilisation, il faut bien en comprendre le contexte. En fait, tout tourne autour d'une maladie qui s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, et qui touche les bovins, donc les bœufs, les vaches, les taureaux et les veaux. La DNC est une maladie issue d'un virus qui, une fois qu'il a contaminé les bovins, va les rendre fiévreux, les couvrir de boutons et qui va ensuite enflammer les ganglions. Dans la plupart des cas, des mouches piqueuses ou des moustiques vont piquer un bovin malade, prendre du sang contenant le virus, puis piquer un bovin sain, ce qui va transmettre la maladie. Cette maladie peut potentiellement mener jusqu'au décès de l'animal, mais elle n'est pas du tout transmissible à l'humain. Le problème principal, c'est que si cette maladie se propage, elle peut en fait tuer des milliers d'animaux. Même si seuls quelques bovins semblent malades, les autres peuvent être infectés sans symptômes et les autorités estiment donc qu'il faut prendre des mesures pour éradiquer la maladie, comme l'abattage ou la vaccination obligatoire. Et si on parle de cette maladie aujourd'hui, c'est parce qu'elle est réapparue cette année pour la première fois depuis plusieurs années en France, précisément le 29 juin en Savoie, selon le ministère de l'Agriculture. Et après une certaine accalmie, cette semaine, de nouveaux cas de DNC ont été détectés dans 2 étables en Occitanie, dans le sud-ouest de la France, à la frontière avec l'Espagne. Un arrêté préfectoral a donc été pris ce mardi pour contenir et limiter la propagation de la maladie. Très concrètement, ces mesures obligent l'installation d'une zone réglementée dans laquelle des règles sanitaires strictes s'appliquent dans un rayon de 50 km autour du foyer pour limiter la propagation. Mais surtout, cette mesure entraîne l'abattage de tout le troupeau concerné. Il suffit qu'un seul animal soit infecté pour que l'entièreté du troupeau soit abattue, même s'il n'a pas encore été contaminé. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe en Ariège et qui fait débat chez les agriculteurs. Un seul cas de DNC doit notamment y entraîner l'euthanasie de 207 bovins d'un élevage familial de 2 frères. Un autre foyer détecté dans les Hautes-Pyrénées implique également l'abattage d'une vingtaine de bovins. Et ce protocole est très contesté par plusieurs syndicats agricoles. Parmi les syndicats les plus opposés, on retrouve la coordination rurale, généralement classée à droite ou à l'extrême droite selon les branches, ou la confédération paysanne classée à gauche. Les 2 syndicats estiment que cette mesure est trop drastique et demandent que seuls les animaux contaminés soient abattus, tout en appelant à une vaccination généralisée et pas uniquement dans la zone où la contamination pourrait avoir lieu. De nombreux éleveurs estiment que les troupeaux abattus représentent des années d'investissement qui ne pourront pas être entièrement indemnisés. Pour beaucoup d'éleveurs qui ont aussi des liens avec leurs bovins, tuer des animaux sains est aussi très difficile à accepter et certains doutent également que l'abattage préventif soit toujours nécessaire ou efficace si des mesures alternatives comme la vaccination étaient davantage appliquées. Et en face, la FNSEA, le premier syndicat agricole en France et qui est souvent considéré comme un interlocuteur privilégié du gouvernement, avec une vision plus productiviste et plus libérale, estime elle que l'abattage de tout le troupeau est nécessaire pour des raisons sanitaires. La FNSEA redoute aussi que sans l'abattage, la maladie entraîne un impact sur les exportations et les prix des bovins. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avait aussi assuré le 6 décembre que la dermatose nodulaire contagieuse pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, et défend donc elle aussi vigoureusement l'abattage préventif. Mais en tout cas, malgré les différents points de vue, dès mercredi matin, plusieurs centaines d'éleveurs se sont rassemblés autour de la ferme ariégeoise dont je vous parlais juste avant pour en bloquer les accès et empêcher l'euthanasie de l'ensemble des bovins. Ce jeudi, ils étaient près de 500 manifestants sur le site. Dans la soirée, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 4 interpellations ont eu lieu, aucun blessé grave n'a été signalé et les gendarmes ont finalement pris le contrôle de l'exploitation un peu avant 23h. Et l'abattage des 207 vaches a donc quand même débuté ce vendredi dans la matinée. En réponse, le président de la coordination rurale de Lot-et-Garonne, cité par Le Monde, a déclaré, je cite, qu'il va falloir monter à Paris rapidement, il faut à un moment donné qu'on se fasse voir, qu'on se fasse entendre. En fait, selon de très nombreux agriculteurs, cela fait maintenant plusieurs années que le métier est en tension. On avait déjà d'ailleurs fait plusieurs vidéos et reportages sur le sujet, et malgré les contestations, ils estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour aider l'agriculture française. De son côté, le gouvernement a décidé d'étendre la zone d'obligation vaccinale pour les bovins ce vendredi dans 8 départements du sud-ouest. En Ariège, le préfet a annoncé ce jeudi qu'une campagne de vaccination des 33 000 bovins du département allait débuter en fin de semaine prochaine. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est lui aussi exprimé sur le sujet en affirmant ce vendredi « On va tout faire pour protéger nos élevages et nos éleveurs dans un moment très difficile ». Interrogée par Le Parisien, la ministre Annie Genevard a insisté sur le fait que l'abattage était, je cite,
La seule solution est que si la maladie n'est pas maîtrisée, le virus pourrait même tuer, au bas mot, 1,5 million de bovins. La ministre relativise également en affirmant que l'abattage ne concernait que 0,02% des bovins en France. En réponse, la Confédération paysanne a appelé dans l'après-midi à des blocages partout en France, indiquant qu'un bras de fer avec la ministre de l'Agriculture avait été lancé. A noter qu'en plus des indemnités de l'État, une aide d'urgence pour les éleveurs touchés devrait aussi être mise en place par la région Occitanie. À voir donc si tout cela suffira à limiter la maladie et à calmer la colère des agriculteurs, alors que le protocole d'abattage est toujours en vigueur. On suivra évidemment l'avancée de la situation et je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Samy et bonjour à tous, on commence avec cette actu. L'Ukraine serait prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass, à l'est du pays. C'est le conseiller du président Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, qui l'a révélé au journal Le Monde ce jeudi, alors que les États-Unis font pression pour qu'un accord de paix rapide entre l'Ukraine et la Russie soit trouvé. Alors concrètement, si une telle zone était mise en place, les forces russes et ukrainiennes devraient reculer des deux côtés de la ligne de front dans le Donbass et une force internationale, qui inclurait les États-Unis, pourrait être mise en place pour empêcher toute nouvelle agression de la part de la Russie. A noter qu'une zone similaire existe déjà entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, sur 4 km de large et 250 km de long. En Ukraine, elle pourrait être beaucoup plus étendue. Si elle est mise en place, l'Ukraine céderait une partie de son territoire partiellement occupé par la Russie, ce que Volodymyr Zelensky tente d'éviter depuis des mois. Il a d'ailleurs précisé que toute cession devrait être validée par une élection ou un référendum en Ukraine. Deuxième actu, une vingtaine d'hommes détenant des poupées sexuelles à caractère pédopornographique achetées sur les plateformes chinoises Shein et AliExpress ont été interpellés ce mercredi dans plusieurs régions de France. Les suspects sont âgés de 20 à 70 ans et sont issus de toute catégorie socio-professionnelle. Un tiers étaient déjà connus pour des faits de nature sexuelle envers des mineurs, a précisé le parquet. Au moins 6 d'entre eux avaient déjà été impliqués dans des affaires liées à la pédocriminalité, allant de la consultation d'images pédopornographiques à des atteintes sexuelles sur mineurs, selon France Info. En tout cas, la détention de ces poupées sexuelles à caractère pédopornographique constitue un délit passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. A noter que début novembre, le parquet de Paris avait ouvert 4 enquêtes visant les plateformes Shein, AliExpress, Temu et Wish, après notamment des signalements sur la vente d'objets sexuels ayant l'apparence d'enfants sur ces sites. Troisième actu, le protoxyde d'azote pourrait bientôt être inscrit sur la liste des stupéfiants, c'est en tout cas ce qu'a déclaré souhaiter le ministre de la Justice Gérald Darmanin ce vendredi sur BFM TV. Ce gaz, qui est aussi appelé gaz hilarant, est vendu sous forme de cartouches qui sont normalement utilisées en cuisine. Le truc, c'est qu'il est détourné depuis plusieurs années pour ses effets euphorisants de courte durée. Actuellement, le protoxyde d'azote n'est pas reconnu comme une drogue par la loi. Mais ces derniers mois, les accidents liés à sa consommation se sont multipliés. On peut notamment citer le cas de Mathis, un garçon de 19 ans qui a été fauché en novembre dernier sur un passage piéton à Lille par un chauffard qui avait consommé du protoxyde d'azote. Gérald Darmanin a indiqué vouloir une interdiction claire de la consommation de ce produit au volant, ainsi qu'une saisie du véhicule en cas de découverte de cette substance dans le véhicule. De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a annoncé sur RTL qu'il présenterait prochainement des mesures pour pénaliser l'usage détourné du protoxyde d'azote. Il souhaite notamment mettre en place des mesures permettant, je cite, de pouvoir fermer des commerces qui le vendent indûment et surtout d'interdire le port, le transport et la consommation sur la voie publique du protoxyde d'azote. Il a évoqué une mesure législative dans les jours à venir, on suivra ça. Quatrième actu, la femme qui avait porté plainte pour viol contre l'humoriste Harry Habitant fin 2021 s'est dite blessée par les récents propos de Brigitte Macron. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, lors d'un spectacle d'Harry Habitant à Paris samedi dernier, des militantes féministes sont intervenues pour protester, interrompant la représentation. En réaction, Brigitte Macron a déclaré, alors qu'elle allait voir le spectacle le lendemain, je cite, « S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors », selon une vidéo publiée par le média Public ce lundi. La plaignante, qui est âgée de 27 ans aujourd'hui, a indiqué au journal Le Monde que ses propos ravivent des souffrances profondes et amplifient, je cite, un traumatisme avec lequel elle doit vivre chaque jour. A noter que sa plainte pour viol avait débouché sur un non-lieu, donc un abandon des poursuites. Parallèlement à cette affaire, la Miss France 2011 Laurie Tillman, qui est aujourd'hui animatrice télé, s'est exprimée pour la première fois sur Instagram à propos d'un baiser forcé d'Harry Habitant lors d'une émission en 2013 et dont les images ont ressurgi suite aux propos de Brigitte Macron. Elle a écrit, je cite à nouveau, « Je redécouvre ces images 14 ans après, j'avais
20 ans, j'en ai aujourd'hui 34, mais le traumatisme est intact. À l'époque, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, par peur, par honte, parce que le consentement, il y a 14 ans, on n'en parlait pas. 5e actu, il y a 10 ans jour pour jour, le 12 décembre 2015, l'accord de Paris était adopté à l'issue de la COP21, un sommet international pour le climat. Les pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique d'ici 2100 à un niveau bien en dessous de 2 degrés par rapport à 1850, en ciblant idéalement une hausse inférieure à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà de ce seuil, les scientifiques estiment que certains écosystèmes, comme les coraux ou la banquise par exemple, pourraient être perdus de façon définitive. Problème, en juin, l'objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle a été jugé inatteignable par un collectif de scientifiques. Par ailleurs, selon l'Observatoire européen Copernicus, la moyenne des températures sur la période 2023-2025 pourrait dépasser 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, une première sur une période de 3 ans. À noter que les États-Unis, qui sont le deuxième plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, devraient se retirer officiellement de l'accord de Paris en janvier 2026. Et on termine avec cette actu, et c'est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo français. Le jeu Clair-Obscur Expédition 33 du studio montpelliérain Soundfall Interactive a tout raflé ce jeudi soir au Game Awards à Los Angeles, qui est donc l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Il est reparti avec 9 prix, dont celui du jeu de l'année, qui est le plus important de la soirée. Et c'est assez majeur car il avait déjà battu le nombre de nominations pour un seul jeu avec 13 nominations. Et donc je le disais, il a remporté 9 trophées. Le jeu s'est notamment imposé dans les catégories meilleur jeu indépendant, meilleure direction artistique et meilleure narration. Il dépasse donc la performance du jeu The Last of Us Part 2 qui avait remporté 7 prix en 2020. Alors si vous ne connaissez pas, Clair-Obscur Expédition 33 suit des héros qui tentent de briser la malédiction d'une artiste qui chaque année efface une génération entière. C'est un RPG, autrement dit il se joue au tour par tour, il est marqué par une direction artistique très picturale, les scènes sont imaginées comme des tableaux de l'époque médiévale. Et c'est d'autant plus inédit que c'est la toute première création du studio. Bref, si vous voulez en savoir plus, c'était à la une de notre podcast des actus culturelles ce jeudi, le lien est en description. Merci Léa pour ces actus, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.